Salut à tous et bienvenue dans cette vidéo. Aujourd'hui nous allons démonter un Amiga 500 qu'un spectateur m'a envoyé. Alors il est dans un drôle d'état, il est vraiment très sale déjà, mais surtout il y a de la rouille dedans, donc je suppose qu'il a été trouvé dans une déchetterie. Visiblement quelqu'un qui a décidé que ça devait plutôt partir à la poubelle plutôt que d'être revendu sur eBay, comme il y en a beaucoup qui ne savent absolument pas que ce genre de machine commence à avoir un peu de prix, bon pas grand chose non plus, mais bon voilà. Donc du coup je me retrouve avec un Amiga 500 et je vais par curiosité le démonter et voir comment c'est fait à l'intérieur. Alors j'ai déjà entendu parler un petit peu de cette machine. L'une des choses dont on entend parler le plus souvent, c'est que cet ordinateur est modulaire, etc., et aussi qu'il a une architecture assez spéciale qui le rendait vraiment très très bon pour l'époque. Et surtout pour ceux qui s'amusaient à faire des démos techniques, etc. Cette machine a été utilisée pendant un très 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 long moment. Et puis pour certains jeux aussi, on pouvait réussir à faire je ne sais comment, en sorte que cette machine fasse des prouesses, quoi, en tout simplement faisant que cette machine puisse sortir de la 3D alors qu'elle a aucun composant qui sont faits pour à l'origine dedans. Donc, bref, en gros c'est une machine vraiment spéciale et ah oui aussi elle avait un autre truc en particulier, c'est qu'elle a été il me semble beaucoup utilisée pour tout ce qui est on va dire musique, etc., parce que le système d'exploitation était bien foutu pour ce truc. Alors le système d'exploitation s'appelle Workbench, et ce système d'exploitation, et il est en fin de compte pas dans une disquette ou je ne sais pas quoi, il est à l'intérieur, ou en tout cas il est en partie à l'intérieur d'une puce qui se trouve à l'intérieur de cette machine, une sorte de BIOS en fait, que l'on peut arracher et changer, c'est comme ça qu'on met à jour, mais pas à jour en réinstallant ou ce genre de truc. C'est, oui, c'est un petit peu plus rudimentaire et ça demande un petit peu plus, on va dire, de compétences techniques pour y arriver. Donc on va démonter ça. Déjà la première chose que l'on va faire, c'est qu'on va enlever l'extension, parce qu'il y a une extension dedans et je ne vois pas du tout quelle extension c'est. Alors par contre on va quand même remarquer un petit peu à quoi ça ressemble esthétiquement parlant. Donc nous avons un clavier qui est aussi l'unité centrale. Alors beaucoup de gens vont halluciner en voyant ça, pour ceux qui n'ont jamais vu d'ordinateur de cette époque-là, mais oui, c'était très commun à l'époque de faire en sorte que l'unité centrale soit dans le clavier, un peu comme une machine à écrire en fait, c'est-à-dire en gros ça fait un gros bloc qu'on pose sur le bureau, avec les sorties écran, etc., qui se trouvent ici, où on peut brancher un écran en particulier, donc qui est compatible avec ça. Alors je sais pas exactement quel genre, je pousse le WD-40 parce que ça m'énerve, je sais pas quel genre de port est utilisé pour la vidéo. Donc bon, là il y a un truc avec marqué mono, je sais pas trop, je suppose que c'est le son du coup. Là il y a marqué RGB vidéo, donc peut-être un truc pour brancher une prise Péritel, ou non pas VGA, non c'est trop vieux pour ça. Ensuite un port parallèle, un port série, un port pour un disque ici, là pour un lecteur donc disk drive, je suppose que c'est un lecteur de disquette qu'ils ont dû mettre là-dedans. Enfin qui est externe, parce qu'il y en a un interne, attention, audio gauche, audio droite, et de quoi mettre 2 joysticks, parce que oui, cette machine était très utilisée pour les jeux. Ce port bizarre, c'est le port d'alimentation. Ici nous avons donc le lecteur de disquette, un lecteur de disquette intégré dedans, comme tout le reste, intégré dans le clavier. Certaines machines de l'époque ou un peu plus anciennes devaient ne contenaient pas de lecteur de disquette, mais bon, un système qui devait se brancher à côté. Généralement, il y avait même des machines qui utilisaient des cartouches, il y en avait même qui utilisaient des cassettes audio. Enfin bon, c'était toute une époque très très sympathique de l'informatique, avec vraiment des standards très bizarres. Et chacun avait son standard de disquette. Alors là, en l'occurrence, ça utilise des disquettes standards 3,5 pouces comme on a sur les PC classiques, sauf qu'elles sont formatées différemment, ce qui permet de pouvoir stocker plus de données dessus que sur un PC classique. Donc bon, il me semble que c'est 1,44 donc sur un PC classique, c'est pas il me semble, c'est sûr. Il me semble que sur ce truc-là, c'est 1,6 environ, enfin bon, ça fait gagner un peu. Donc, ici nous avons une trappe qui permet de mettre une extension qui est très souvent un processeur plus performant par exemple. Parce que oui, on pouvait upgrader le processeur, non pas en le remplaçant, mais en mettant une cartouche ici qui permet de remplacer complètement le processeur intégré. Donc voilà, c'était assez amusant comme concept. On verra d'ailleurs quel genre de processeur il y a là-dedans, mais c'est un vieux truc Motorola comme dans les vieux Mac. Et ensuite on pouvait mettre à l'intérieur de ces trucs des extensions qui allaient jusqu'au Power Mac G3 je crois, c'est-à-dire en gros le processeur des Power Mac G3, c'est-à-dire en gros le PowerPC G3 quoi, tout bêtement. Enfin bon bref, voilà, peu importe. Donc difficile à vous expliquer tout ça parce que je sais pas trop si vous connaissez bien ce genre de truc. Je vous conseille de vous renseigner un petit peu là-dessus. Ce sont des processeurs donc qui ont remplacé les processeurs Motorola chez Apple, et là ça a fait exactement pareil, c'était la même architecture plus ou moins, et sauf que là il n'y avait pas besoin de remplacer tout le matériel, juste une petite cartouche qui coûte assez cher, qui permet donc de remplacer tout le système, c'est-à-dire
le processeur et la mémoire vive directement, pouf, et c'est tout. Et là, nous avons une grosse extension extérieure, là, une sorte de gros port. Normalement, il y a une petite trappe ici pour le cacher, a priori, parce que ça fait pas très joli, donc oui, visiblement, ça a dû être fait pour qu'on puisse encastrer une trappe en plastique, elle est juste pas là. Et là, bizarrement, il y a un petit bout de métal ici qui doit servir à quelque chose pour, quand on le branche pour faire la masse ou je ne sais pas quoi, qui doit pas être là d'origine, c'est peut-être un bidouillage ou c'est peut-être un truc qu'il faut insérer soi-même dedans. C'est à ça que ça ressemble en tout cas, parce que je ne sais pas ce que cette machine a vécu. Donc la trappe ici est complètement gondolante, elle tient pas du tout, vous voyez, elle fait un arc de cercle, je sais pas si vous voyez bien, mais bon voilà, elle s'est déformée. C'est pourtant que du plastique, mais le plastique a fini par se déformer, peut-être avec la chaleur. Donc ici nous avons ensuite une cartouche qui se met ici. Alors c'est pas facile à enlever, et voilà, hop, l'extension. Alors c'est complètement rouillé. C'est ça qui me fait dire que cette machine a dû prendre ou l'humidité énormément dans un grenier ou une cave, ou a été récupérée en déchetterie après quelques jours de pluie. Donc ensuite là-dedans, je ne sais pas du tout ce qu'il y a dedans. Je n'en ai aucune idée de ce qu'il y a dans cette cartouche. Bon alors j'ai arraché le fond de la cartouche, oui aucun respect, mais faut dire en même temps que c'est dans un état pas possible. Donc autant... Enfin bon bref voilà quoi, je vais essayer de restaurer cette machine hein, mais le métal en lui-même est tellement en mauvais état, je préfère pas garder des trucs complètement oxydés autour de mes composants, c'est pas une bonne idée. Il va falloir restaurer ça un petit peu et puis je souderai ça très certainement ailleurs que sur les pattes d'origine ici qui sont complètement rouillées, mais plutôt sur le contour quand je refermerai cette cartouche. Alors voilà ce qu'il y avait comme cartouche à l'intérieur de ce truc. Donc a priori c'est une extension de RAM, 512 kilo-octets de RAM supplémentaire a priori, et non pas kilobits, ça serait vraiment trop peu à mon avis, mais ouais, oh, qui sait. Ouais non quand même, un demi-mégaoctet, je pense que ça doit être ça. Donc voilà, avec une... Oula, ah non, bah en fait, visiblement, si c'est oxydé, c'est peut-être pas de l'humidité, c'est très certainement cette fameuse pile à 2 balles. Oui, ça c'est un grand classique, ce genre de truc qui fuit et qui va ensuite oxyder toute la carte. Oh là là, c'est dégueulasse. Bon bah je vais nettoyer ça et puis je verrai si c'est récupérable. Donc voilà, je mets ça de côté. Ça fera peut-être une vidéo d'ailleurs en elle-même, on va voir comment nettoyer ça comme il faut. Donc ensuite, bah voilà, on a fait tout le tour de ce qui était visible facilement. On va démonter donc la machine. Donc nous avons des vis cruciformes un peu partout, sauf dans un coin où c'est une vis de sécurité de Torx. Je sais pas si c'est d'origine ou si c'est une vis de remplacement qui a été récupérée quelque part, je ne connais pas cette machine de son époque, donc bon. Bon bah toutes les vis ont été dévissées, je retourne ça, je laisse tomber tout ça. Voilà, j'ai enlevé toutes les vis des gouttières, et maintenant, je ne sais pas trop comment ça s'ouvre. Alors, est-ce que ça se coulisse? Est-ce que ça se soulève? Ah, ok, peut-être. Est-ce que ça se coulisse? Non. Et je me rends compte que j'ai oublié 2 vis, donc une là et une là. Voilà, ici. Et c'est ça qui m'empêche de l'ouvrir. Donc, hop, c'est reparti pour le tournevis. Donc, maintenant que c'est enlevé, logiquement, ça devrait s'ouvrir tout seul. Ouais, voilà, c'est ça. Ouais, c'est vraiment très facile à enlever. Donc, oula, c'est rouillé à mort dedans, mais alors vraiment rouillé à mort. Et là, clairement, c'est pas une pile qui a fait ça. Ensuite, il y a le clavier ici qui s'en va, visiblement. Très facilement. Oui, voilà, remplaçable facilement. Avec sa prise ici. Pouf, voilà. Alors ici nous avons un lecteur de disquette qui a l'air de ressembler à n'importe quel lecteur de disquette de PC. Donc je sais pas si c'est l'officiel d'origine, mais enfin en tout cas si c'est l'officiel d'origine, c'est vraiment un lecteur de disquette de PC. Par contre ce que je sais c'est que le lecteur de disquette, si on a celui d'origine qui ne marche plus, on peut le remplacer par un truc de PC en faisant quelques bidouillages. Il y a quelques bidouillages à faire, ça se fait pas tout seul, c'est pas exactement le même. Mais bon, en apparence et en fonctionnement, ça fonctionne pareil. Il y a juste sûrement quelques broches qui changent de position. Tout le reste de l'électronique est visiblement en dessous de ceci, une sorte de grand panneau rouillé anti-parasite, qui vraiment... et enfin voilà, bah là bien dégueulasse et qui va très certainement m'énerver un petit peu parce que je vais en foutre partout. Alors visiblement de ce que j'ai pu remarquer, à l'intérieur de la machine nous avons des vis Torx et à l'extérieur nous avons des vis cruciformes. Visiblement en fait ce qui s'est passé c'est que il y a eu une inversion sur une vis, il y a une vis cruciforme qui est rentrée à l'intérieur de la machine qui a vissé cette plaque. Et une vis Torx qui a servi à visser
quelque chose qui n'était pas vissé par ça à l'origine. Donc hop, on récupère notre vis. En dessous, ça a l'air d'être en bon état, donc tant mieux. C'est cette plaque à tout prix, mais comme vous le voyez, il y a eu des infiltrations d'eau, ça a rouillé de l'autre côté et tout ça. Ouais, non, clairement, cette machine a littéralement pris la flotte, une belle inondation. Alors, je viens de voir que le plastique n'est pas en très bon état. Ici, c'est cassé, et il y a aussi un bout de truc de plastique pour une vis qui s'est pété, et je n'arrive pas à voir où c'est exactement. Ça doit être sur le dessus de la boîte. Et je vais recoller ça à la super glue parce que tant qu'à faire, hein, essayons de faire en sorte que ça tienne encore un petit peu mieux que voilà. Alors là, nous avons une petite carte, un petit PCB ici, très certainement pour adapter un lecteur de disquette de PC à l'intérieur d'un Amiga, parce que c'est vraiment à ça que ça ressemble. Voilà. Donc vous voyez, j'enlève les deux fils là, qui sont littéralement ceux d'un lecteur de PC classique. Et ici, si je tire là-dessus, je me rends compte que je n'arrive pas à le débrancher, mais que ça devrait venir à force. Allez. Voilà, allez. Oh bah bon sang. Voilà. Donc voilà, il y a visiblement une prise pour le câble, pour un câble d'alimentation et pour un câble pour les données, qui se branche là-dessus, et là il y a cette petite carte qui vient s'interposer avec un petit composant qui doit visiblement faire une sorte de transformation du signal pour que ça passe du format Amiga au format PC classique. Ça doit être juste quelques très légères modifications, parce que je sais que, comme je le disais, il suffisait de modifier très légèrement un lecteur normal et il n'y avait pas besoin de faire cette modification du tout. Et ça, c'est franchement pratique, hein, comme petite carte, en tout cas, si ça permet bien ce que je pense. Parce que sinon, je vois pas pourquoi on le brancherait pas directement sur la carte, donc visiblement, ça doit pas être d'origine. Cette machine a eu quelques modifications, comme vous l'avez vu, un peu plus de mémoire vive et visiblement le lecteur de disquette. Il avait visiblement aussi quelque chose branché dans le port d'extension sur le côté ici. Je ne sais pas du tout ce que ça pouvait être parce que je ne l'ai pas. Et qu'est-ce qu'il peut y avoir d'autre aussi comme modification? Regardons s'il y a eu des modifications sur la carte mère. Eh bien, visiblement, il n'y a pas de modification que je puisse voir comme ça à première vue. Par contre, un truc que j'ai remarqué, c'est que sur cette carte mère, il n'y a pas de pile. Il n'y a pas de pile pour garder l'heure et tout ça. Alors, est-ce que ce truc-là vient en standard? Il y en a forcément un avec je ne sais quoi dedans, genre juste la pile, ou de la RAM et la pile, ou ce genre de truc. En gros, ça c'est obligatoire pour faire fonctionner la machine, je ne sais pas du tout. Parce que je vois, comme je le disais, absolument rien du tout pour pouvoir conserver l'heure, ou ce genre de choses, si on n'a pas ce truc. Alors ici, il y a un petit taquet dans le plastique, à cet endroit-là, un petit taquet qui joue sur la souplesse, chose qu'on voit rarement dans le vieux plastique de cette époque, comme je le disais, et oula, du coup c'est vachement rigide. Et qu'est-ce que je disais? Oui, c'est juste ce qui retient la carte mère pour être enlevé complètement. Donc c'est fait d'une façon assez facilement démontable, hein. Enfin même très facilement démontable, j'ai envie de dire. Hop, donc on peut maintenant enlever la carte mère s'il n'y a pas une vis qui gêne quelque part, ou les vis des différents trucs. Ouais, non, a priori ça vient avec, non? Je ne sais pas. Ah, je ne pense pas que ça vienne avec. Ouais, ça doit venir avec, mais il y a ce morceau de métal qui a été rajouté ici, là, qui m'empêche d'enlever la partie isolation dedans, donc je peux pas l'enlever. Bon bah tant pis, hein, on va laisser ça comme ça, a priori il n'y a aucune modification à faire. Je vois qu'ici il y a une résistance bizarre qui passe de ce composant à un petit trou pour passer derrière. Je ne sais pas du tout si c'est d'origine aussi, mais ça doit l'être. Je dirais que ça l'est, parce qu'à l'époque, on avait un peu de mal à faire en sorte que tout tienne dans une carte mère, parce que les cartes mères, enfin les PCB, c'est-à-dire ce truc-là, le truc sur lequel on soude les puces, n'était pas aussi moderne que ce qu'il y a maintenant, où il y a plein de couches, donc c'est très facile d'organiser les composants. Autrefois, on avait une couche derrière, une couche devant, éventuellement une couche au milieu, à partir d'une certaine époque, je sais pas du tout si on est déjà dans cette époque-là, et donc du coup, quand on a beaucoup de pistes à faire passer, des fois c'est juste pas possible, alors on s'amuse à faire en sorte qu'il y ait des composants qui volent, comme celui-là, cette petite résistance qui part ici d'un trou, qui re-rentre dans l'autre trou, et qui vient relier deux parties du circuit, donc bon, pourquoi pas. Alors la première chose que je peux dire à propos de cette machine, c'est que le design de cette machine est vraiment très propre. Clairement, c'est fait d'une manière
très très belle en termes d'agencement des composants. On voit les pistes qui vont d'un composant à l'autre de manière très nette, quoi. Ça part d'un composant, ça va à l'autre, sans faire des zigzags partout, etc., etc. Bon, à savoir que des fois les zigzags sont indispensables pour faire en sorte qu'il y ait la bonne résistance avant un composant ou ce genre de truc, hein. C'est quelque chose de normal dans certaines circonstances, mais là, en fin de compte, tout est aligné dans le bon sens pour qu'il y ait le moins de longueur possible, je suppose, de pistes entre les composants, donc pourquoi pas. Il y a plein de petits composants que je vois pas du tout à quoi ils servent. Il faut se renseigner là-dessus, franchement. Tous les composants sont marqués, j'ai l'impression qu'il y a marqué MOE dessus, ok. C'est marqué sur la carte mère directement ce qu'il y a, genre par exemple là c'est la partie où il y a la RAM, il y a marqué 512K ou 1 mégaoctet, donc là visiblement on est sur 512K vu que je vois que il y en a un sur deux, là il y a une puce de RAM sur deux, sur les slots ici, sur les banques de RAM, donc bon l'extension était très certainement nécessaire pour ça. Là nous avons un gros composant avec un packaging assez avancé pour l'époque où c'était pris par les côtés, et là nous avons des gros composants où c'est pris juste sur les deux faces du composant et pas les quatre comme là, de manière beaucoup moins miniaturisée, c'est-à-dire vous voyez là chaque patte fait à peu près 1 mm, là chaque patte fait 2 mm au moins, et là encore plus, donc voilà, en gros on voit que nous avons des composants qui sont à divers degrés de modernité. C'est-à-dire que celui-là doit être vraiment important, je vois pas du tout ce que c'est, mais ça doit être le processeur central, je sais pas, non, il s'appelle Fat Agnus, celui-là, il se donne des noms marrants, parce que je vois pas très bien ici. Là il y a un composant qu'ils ont appelé Paula, un qu'ils ont appelé Carrie, Kerry, peu importe, et là donc tiens, fabrication gna gna gna, donc un numéro, bon je sais pas si c'est le voilà, donc Fat Agnus, ça c'est la ROM, bon bah ça c'est ce qui contient le système d'exploitation. Ensuite ici nous avons le CPU, bon bah ça c'est le CPU, le processeur central, donc ça doit être une sorte de North Bridge je suppose, je ne sais pas trop. Là il y a marqué DataPath, bon, oui, ok, d'accord. Les filtres audio, ici, bon, bah, de la partie qui gère le son, et dans ce secteur, c'est marrant, il y a un endroit où il y a marqué Reset, ok, donc, je sais pas, il y a une petite partie du circuit qui a un rapport uniquement avec le Reset, je sais pas. La sortie vidéo, ce truc-là s'appelle comment ? Il y a un truc qui s'appelle Denise ici, qui visiblement est du côté de la sortie vidéo, donc certainement le GPU, et ce truc a un drôle de nom, il y a marqué quoi de quoi ODDCIA, entre parenthèses A. Ok, aucune idée de ce que c'est. Franchement, ils ont mis des noms trop énigmatiques pour qu'on puisse savoir exactement de quoi il s'agit. Donc là, nous avons la fameuse connectique pour l'extension et la deuxième connectique pour un autre type d'extension. Tous les ports arrière sont ici, si vous n'avez pas réussi à identifier ce qui s'est passé en tournant ça. Vous voyez qu'il y a du vide dans cette machine, toute cette partie-là contient absolument que dalle, c'est juste le lecteur de disquette qui se met par-dessus, mais en dessous c'est du vide. Là, il y a pas mal de vide aussi, il y a le clavier qui vient se mettre ici bien sûr, mais en dessous du clavier ici c'est vide, ici complètement. Là il y a bien entendu l'emplacement pour mettre une extension. Alors l'extension doit avoir un format très spécial, comme vous avez pu le deviner ou le voir dans la vidéo, c'est-à-dire en gros en triangle, pour pouvoir prendre la pente du clavier qui se met par-dessus. Donc voilà, c'est un design assez sympathique et bizarre, mais qui franchement n'est pas un truc qui peut fonctionner sur plein de machines différentes, hein. Clairement, quand ils ont designé ce système d'extension, ce sera un système d'extension seulement pour l'Amiga 500, parce qu'il y a de la place ici, et voilà, bon, sinon il faut volontairement recréer les machines avec la même pente, la même place au même endroit, enfin bon, bref, ça serait vraiment spécial, même si c'est faisable, hein. Donc voilà, qu'est-ce qu'on peut voir d'intéressant dans cette machine supplémentaire ? Rien de spécial de ce côté-là, et de l'autre côté il y a rien du tout, ça je le sais, je l'ai déjà vu, il y a presque rien. Donc c'est vraiment là où se trouve tout ce qui est intéressant sur la partie supérieure de la machine. Bon alors je viens de me rafraîchir la mémoire en regardant sur Wikipédia rapidement à quoi servaient tous ces composants. J'avais déjà regardé ça il y a très longtemps, mais franchement je m'en souvenais plus du tout. Mais le truc, donc oui, ça c'est bien le processeur central, c'est bien le processeur dont je vous avais parlé, c'est-à-dire le fameux processeur qui est le Motorola, je sais plus combien, 68000 quelque chose. Je vais regarder le nom exact si vous voulez savoir comment ça s'appelle. Oui, c'est ça, c'est bien 68000, tout court.
et qui est aussi appelé 66K, c'est pour ça que 68K, donc c'est pour ça que j'avais du mal à me rappeler de ce que c'était. Donc bon, voilà, c'est un chipset fait par Motorola a priori. Donc bon, j'appuie dessus pour bien l'enfoncer comme il faut dedans, parce que visiblement ça croustille, ça craque, c'est pas assez enfoncé. Donc bref, donc le CPU, ce truc c'est le truc qui est le plus important dans la machine, c'est pas le processeur central le plus important, aussi étrange que ça puisse paraître dans cette machine, mais ce composant là, qui s'appelle Agnus ou Fat Agnus. Donc c'est le truc qui permet, mais alors plein de trucs, notamment faire fonctionner les différents composants entre eux, mais aussi de gérer la mémoire vive. Alors Agnus, c'est celui qui gérait au départ les 512 kilooctets de mémoire vive, donc de base, qu'il y avait dans la version originale de la machine. Et Fat Agnus, c'est celui-là qui permet de pouvoir adresser plus, c'est-à-dire 1 mégaoctet, ou oui, 1 mégaoctet a priori pour celui-là. Et il y en a un autre qui s'appelle Fatter Agnus, qui est encore plus capable, quoi. Il est capable de faire 2 mégaoctets. Donc voilà. Donc ce composant-là, il est donc vraiment assez impressionnant, ce composant, parce que disons qu'il a la charge de pouvoir faire fonctionner tous ces trucs ensemble, ce qui n'était pas forcément une mince affaire, parce que cette machine est vraiment très spéciale. Elle est faite avec un composant qui est complètement standard, et plein d'autres trucs qui ont été inventés juste pour ça, et qui sont franchement, bon voilà quoi, c'est une machine vraiment bizarre. Genre par exemple ça c'est un composant qui gère le son, ici, voilà, ce composant là c'est ce qui gère la sortie vidéo. Mais en réalité, Agnus contient plein de trucs en rapport avec la vidéo aussi, notamment des trucs pour pouvoir faire des scrollings dans le bon sens, etc., sans que ça soit foireux, vous savez, genre extrêmement saccadé, enfin ça contient plein de trucs à cet endroit-là plutôt que dans la partie vidéo, donc je sais pas trop pourquoi ils ont fait ce choix, voilà. Sinon, il y a ces composants-là que je ne comprends absolument pas, celui-là et celui-là qui ne sont pas marqués sur Wikipédia, donc je vais chercher ça tout de suite. Et bon voilà, hein, c'est vraiment une machine qui est composée, comme vous voyez, de composants qui sont assez similaires en termes de taille. Là ici, bon il y a ces deux-là qui sont un peu plus petits, ces trois-là qui sont un peu qui font bon une taille on va dire intermédiaire, ce gros machin et ce truc hyper complexe. Donc bon voilà, si j'ai bien compris comment les gens se servent de cette machine, ils arrivent à récupérer des performances un peu partout dans je ne sais quoi, voilà, de manière un peu spéciale de ce que j'ai pu comprendre, c'est-à-dire en fin de compte que on peut peut-être, si c'est comme pour je ne sais plus quelle console de jeu, la Sega Saturn, utiliser le chipset son pour faire des trucs graphiques. Bon, je me rappelle pas si c'est cette machine qui a cette similarité avec la Sega Saturn, mais en gros, bon bref, on peut faire absolument n'importe quoi. Ici, donc, on peut mettre, comme je le disais, une extension qui va remplacer ce processeur-là, mais je sais pas jusqu'où ça remplace en fait les autres composants, donc ça c'est une bonne question. Ok, donc ces deux composants, maintenant je sais à quoi ils servent. Celui-là sert juste à gérer le lecteur de disquette et ce genre de truc, et celui-là sert à gérer les ports extérieurs, genre ports de manette, ainsi que tout ce qui est port parallèle et port série. Donc voilà, c'est juste, en gros, c'est ce qui compose un petit peu ce qu'on pourrait appeler le South Bridge sur une carte mère plus récente, et ça c'est ce qui compose le North Bridge. Ça c'est tout bêtement la carte son en gros. Celui-là je ne sais toujours pas ce que c'est, je vais chercher ça tout de suite, celui qui s'appelle donc Gary visiblement et pas Carrie comme je pensais. Attendez, je vais vérifier si c'est une poussière. Non, bon alors je sais pas du tout du coup. Ok, donc ce composant c'est bien Gary qui s'appelle, et ce composant permet de remplacer pas mal de composants qui étaient autrefois sur la carte elle-même pour réduire les coûts, notamment une partie de la logique pour le lecteur de disquette. Donc voilà, ça sert qu'à ça ce truc a priori. Donc bon bah on a vu plus ou moins comment était faite cette machine. Comme vous le voyez, cette machine est faite d'une manière plutôt intelligente, mais surtout d'une manière vraiment très économique en termes de coûts. Vous voyez qu'il y a vraiment peu de composants en fait. Il y a un truc pour gérer la sortie vidéo, ce truc là qui gère aussi un peu de la sortie vidéo et qui gère plein de fonctions intégrées dans un seul composant, notamment ça, la mémoire vive, un peu de mémoire vive directement dessus, ce qui contient le système d'exploitation, le processeur, la carte son, etc. Enfin bref, tout ça intégré dans peu de composants. Et ensuite, si on a envie de rajouter des extensions, on peut par exemple prendre ça, qui permet en fait de convertir l'Amiga 500 en version cheap avec un demi mégaoctet de mémoire vive,
pour la transformer en une version 1 mégaoctet de mémoire vive après l'achat et non pas directement à l'achat en achetant le truc directement soudé dedans. Donc voilà, visiblement ça sert à ça. Et bon, visiblement ça sert aussi pour la l'horloge et la pile, donc voilà. Donc si on veut faire fonctionner cette machine sans ce truc, je crois que c'est impossible. Il doit y en avoir une sans mémoire vive, juste une cartouche pour remplir le trou, quoi, dans un sens, qui contient juste une pile et la puce d'horloge qui vient se mettre là-dessus, je suppose. Donc voilà, je suppose ça comme ça, je vois pas du tout comment ça peut être. Un peu comme le Jumper Pack à l'intérieur de la Nintendo 64, un truc qui permet juste comme ça de faire la continuité du circuit, si on n'a rien dedans. Donc il va falloir que j'essaye de réparer ça. Donc ce qui va se passer maintenant, ce que je vais faire, c'est que je vais tout simplement vérifier si là il y a vraiment pas de problème, mais a priori il y a rien comme problème dans cette partie-là. Essayer de nettoyer cette carte du mieux que je peux, pour faire en sorte que ça puisse avoir une chance de remarcher, etc. Changer la pile, bien sûr, surtout l'enlever, ça c'est plus important encore que de la changer. Et si j'arrive à trouver une alimentation pour ce truc, ou à tout simplement connaître les tensions et tout le bazar de cette machine, pour la brancher et faire un petit essai. Il va falloir aussi que je comprenne comment brancher un écran actuel là-dessus, ce qui ne devrait pas être particulièrement difficile. Là aussi, il faudra que je regarde à quoi correspondent chacune des broches et que je me fabrique moi-même un adaptateur, parce que j'ai pas envie de payer pour ça, parce que je ne sais pas du tout si elle marche encore, cette machine. Est-ce qu'elle a une sortie composite? Il me semble que non. Il y a un truc où il y a marqué mono, mais je sais pas du tout si c'est une sortie vidéo en fait. Ah, c'est peut-être une sortie vidéo en fait, mono comme composite monochrome peut-être. C'est pas mono comme son mono, mais peut-être comme monochrome. Donc, si c'est ça, j'aurai sûrement une sortie vidéo là-dessus, ça pourrait être une bonne chose. Les condensateurs ont l'air d'être encore en bon état, il y en a aucun gonflé. Et qu'est-ce que c'est comme marque que je regarde? C'est quelque chose que je ne connais pas, c'est des condensateurs de chez Shoei, visiblement S-H-O-E-I-E ou E-I, je ne sais pas, attendez, je regarde à nouveau, E-I. Donc voilà, bon bref, en gros c'est des condensateurs quoi. Je sais pas du tout ce qu'ils valent et si ils vieillissent bien, mais j'ai pas entendu parler de remplacement de condensateurs en masse dans les Amiga, donc a priori ça devrait aller. Voilà, ce qui sera bien, ce sera un de ces jours d'y revenir et d'essayer cette machine de fond en comble. Donc je remercie la personne qui m'a envoyé ça, c'est une très 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 bonne idée. Ça pourra très certainement un jour servir à vous montrer cette machine plus en détail. Alors là quand même je vous avoue bien sûr que clairement je ne connais vraiment pas cette machine du tout, donc clairement j'ai beaucoup de choses à apprendre avant de revenir vers vous pour ça, mais je comptais quand même faire une vidéo un peu plus basique sur cette machine juste pour vous la montrer et vous montrer comment c'est fait dedans, et puis pour montrer ma curiosité sur cette machine. C'est en gros une sorte de colis démontage de fans, voilà, bon donc bref, voilà. Bon, j'ai plus rien de spécial à dire, donc je vous dis salut à tous, et à la prochaine!